parcours qu'est-ce qui a dans ton parcours fait que tu es aujourd'hui l'homme que tu es, c'est-à-dire tu es bien sûr au Québec, à Montréal, mais aussi en France, en Europe, tu es vraiment une référence de leader inspirant. Et quand je dis ça, c'est sûrement que tu l'es par ton honnêteté, par ton authenticité, par ton humour aussi, parce que pour moi, c'est un critère incontournable. Quand on est un peu trop grave, c'est qu'on a perdu son essence. Et pour moi, tu as ces qualités de l'honnêteté. Ce qui t'anime à faire ça, c'est que tu aimes les gens. Tu es, tu es tu es un leader d'influence, tu es une personne très inspirante, tu es un conférencier de renommée avec plus de 3000 conférences à ton actif et j'en ai vu quelques-unes pour lesquelles j'ai autant ri que j'ai pleuré. Et je te confie que c'est rare que dans une même conférence, je réussis à rire et à pleurer. C'est pour dire si tu as le talent d'emmener chacun. Tu es un entrepreneur parce que non seulement tu accompagnes des dirigeants, des leaders, des managers, mais tu as aussi, toi, créé une vraie structure par rapport à tout ce qui existe en ligne aujourd'hui. Tu as toute une équipe avec toi. Tu as une académie, l'Académie Zéro Limite, qui est vraiment reconnue comme une source. Tu as un cercle plus proche des gens que tu accompagnes aussi. Donc, et tu es par rapport à ça, je le dis vraiment parce que voilà, on n'a pas le même âge, mais sensiblement ou presque, mais ça fait très longtemps que tu fais ça et donc tu as défriché, c'est-à-dire que tu étais un des premiers à arriver avec ta serpe pour faire ta place dans ce monde et donc tu as apporté ta patte, tu as été beaucoup imité, rarement égalé, mais tu as été beaucoup imité. Et pour moi, c'est bon signe d'être imité et ça, ça tient vraiment à ces qualités pour moi, l'honnêteté, l'authenticité et l'humour. Et la première chose que j'aimerais évoquer avec toi, c'est que quand je regardais ton parcours, je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait que Martin Latulippe est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'être dyslexique quand il était enfant? Est-ce que c'est d'être pas du tout dans une dimension scolaire? Est-ce que c'est un accident de hockey? Est-ce que c'est des rencontres avec des mentors comme Anthony Robbins ou d'autres qui ont été des déclics? Et la question derrière ça, c'est est-ce qu'on écrit notre histoire? Est-ce que c'est ces événements qui te sont arrivés ou est-ce que c'est toi qui as décidé d'écrire ton histoire à partir de ces événements? Est-ce qu'on est à ce point-là comme ça l'auteur de notre vie? Et quel regard tu as, toi, sur l'enfant que tu as été, sur le jeune homme que tu as été? Est-ce que tout ce talent était engrammé? Est-ce qu'il a été transformé? Quel regard tu portes, toi, sur l'enfant, le jeune homme et le jeune entrepreneur que tu as été? Wow! Alors, si je comprends bien, on a 15 heures ensemble. C'est ça. Ah ben, écoute, d'abord et avant tout, un gros bonjour à tout le monde là, qui va regarder cette transmission-là en rediffusion. Sachez que je suis vraiment très ému moi aussi. Arnaud, tu sais comment que je t'aime. Je l'appelle l'homme qui rit des yeux parce que son sourire est tellement communicatif et chaleureux, sincère. Donc, je suis vraiment très content qu'on ait cette conversation-là et merci. Je t'admire beaucoup aussi, sache-le. J'ai été très touché par tes belles paroles. Ta question, Arnaud, c'est tellement une question qui me fait voyager avec beaucoup d'émotions parce que, évidemment, c'est multifactoriel. Il y a pas une chose, tous les éléments que tu as mentionnés, que ce soit mes soucis avec une dyslexie qui, à l'époque, n'était pas nécessairement diagnostiquée, mais avec laquelle j'avais à gérer la résultante, que je me faisais dire que j'étais pas bon, ou les troubles d'apprentissage. Et finalement, le système scolaire était un peu comme une forme d'oppression pour moi parce que moi, j'étais déjà le rêveur. J'étais déjà, moi, un porteur de projet. Je voulais rêver le monde et le cadre scolaire à l'époque n'était pas nécessairement approprié pour ça. Et donc, j'étais plus celui qui se faisait un peu taper sur la tête et se faire dire qu'il résulterait absolument rien de bon. Donc, je pense que c'est un peu de tout ça aussi qui a fait la personne que je suis devenue. Et à ta question de est-ce que j'ai écrit mon histoire, est-ce que c'est moi qui ai été l'auteur de mon histoire? Euh, Pendant une partie de ma vie, surtout au début du développement personnel, j'ai cru que j'étais l'auteur de mon histoire.
exclusivement quasiment. Mais par la suite, la vie m'a fait rencontrer une douce partenaire qui s'appelle l'humilité. Où est-ce que, en regardant par la suite mon parcours, j'ai rencontré que peut-être des anges, des signes, des transmetteurs de messages que j'ai rencontrés, qui sont venus à des moments extrêmement importants. Arnaud me livrait un message qui, là, c'était à moi peut-être de l'écouter ou non, ou à moi de le recevoir ou non, ou à moi d'en comprendre la leçon ou non. Mais quand même, ces personnes-là se sont présentées sur mon chemin. Ils m'ont tendu la main lorsque des fois j'avais les genoux par terre. Ils m'ont tendu la main lorsque je voulais abandonner. Ils m'ont ouvert des portes, parce que je croyais qu'il n'y a plus aucune porte qui allait être ouverte dans ma vie. J'étais dans un endroit de désespoir, détresse, frustration envers le non-avancement de mon projet, parce que vous le savez, vous êtes des porteurs de projets. Quand un projet stagne et qu'on a l'impression que chaque porte à laquelle on frappe, personne qui ouvre la porte, ça peut devenir très frustrant, surtout lorsqu'on a habité d'un fort élan de réalisation. Moi, j'ai été là à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, Arnaud, c'est plus une méga grosse co-création avec des fois des gens que je connaissais même pas. Mais pourquoi ils sont entrés dans ma vie? Pourquoi à ce moment-là, ils se sont présentés? Et là, par la suite, ben, le penchant de ma responsabilité, c'était justement de dire oui, est-ce que je vais laisser ce moment-là me définir ou moi, je vais le définir avec le message que je viens de recevoir? Comment je peux amener ça plus loin? Comment je peux devenir? Comment je peux m'améliorer? Donc, aujourd'hui, le regard peut-être plus à l'enfant blessé que j'ai été, à l'enfant qui a perçu que le monde ne voulait pas que je gagne ou que j'y prenne ma place. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dû, oui, prendre la responsabilité de comprendre que beaucoup de ces messages-là étaient des perceptions et que ça n'avait pas à être ma réalité. Mais en même temps, j'ai quand même rencontré des gens foutument sympathiques. C'est pour ça que des fois, dans le développement personnel ou dans la réalisation de projets, des fois, on va entendre beaucoup en anglais, il y a une expression qui dit self-made. On va dire comme je me suis construit moi-même, je me suis construite moi-même. Et je trouve ça un peu... ouais, je trouve que c'est quand même chargé de prétention et un petit peu... et avec le recul, c'est de dire comme, hey, on est aussi le résultat de notre environnement et de comment on accepte de danser avec notre environnement, comment on accepte d'être à l'écoute, comment on accepte avec humilité des fois que les messages peuvent venir dans une forme dont on ne s'attend pas du tout. Mais que si on a l'humilité, la vulnérabilité d'être à l'écoute de cela, on dirait que la co-création vers un projet, elle devient un peu plus fluide à un moment donné. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui est arrivé dans mon parcours qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Et l'autre élément que j'ajouterais, qui est juste le dernier pour terminer cette grande question-là, tu as mentionné un mot qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y a une histoire, moi, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Tu as mentionné le mot défricher, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et moi, il y a une époque, Arnaud, où est-ce que j'accumulais les livres de développement personnel, les formations. Et malgré le fait que je me formais, les trucs stagnaient, ça ne fonctionnait pas. Et quand ça ne fonctionnait pas, j'achetais d'autres stratégies ou je lisais d'autres trucs. Comme si empiler ces trucs-là, finalement, allait me guérir ou allait me libérer de quoi que ce soit. Et un jour, je me suis mis à m'intéresser à la mythologie grecque. Et je suis tombé sur une histoire qui, moi, m'a marqué et encore aujourd'hui, me marque comme porteur de projet ou lanceur de projet. Peut-être qu'elle va parler aux gens pour les aider à défricher leur chemin à eux. Et l'histoire va comme suit. C'est une histoire qui raconte qu'un jour, jeune Hercule, Hercule, marchait sur un chemin qui lui était inconnu. Et un jour, il est arrivé à la croisée des chemins, qui faisait un peu comme la forme d'un Y. Et Hercule a décidé de s'asseoir pour contempler lequel des deux chemins il allait prendre. Et soudainement, à la droite, il y a une déesse qui est apparue, vêtue de vêtements légers, spectaculaires, belle. Et elle lui dit, « Mon nom est Kakia. » Elle dit, « Viens prendre mon chemin, Hercule. » Elle dit, « Mon chemin va te faire vivre la vie d'un roi. Tu n'auras aucune difficulté, mais tu vas quand même expérimenter la luxure de la vie au-delà de tes rêves les plus fous. Viens de mon côté. »
Et soudainement, du côté gauche, apparaît un autre déesse qui, elle, dans un ton tellement modeste, lui dit « Mon nom est Arte. » Elle dit « Mon chemin est tellement différent. » Elle dit « Mon chemin va être difficile. Il va demander beaucoup d'efforts, du temps, des sacrifices à l'occasion. » Mais elle dit « Je peux te garantir que ce chemin-là va te mener à un épanouissement exceptionnel, intérieur et extérieur. » Mais elle dit « Mon chemin n'est pas facile. » Et la mythologie grecque raconte que Hercule a regardé à droite, Kakia, Arte à la gauche, qui veut dire en fait excellence. Et l'histoire raconte que Hercule a choisi d'aller à gauche, dans le côté difficile, dans un chemin qui devait être défriché. Les dieux ont trouvé qu'Hercule était très prétentieux et arrogant de choisir le chemin le plus difficile, donc ils ont décidé de lui lancer des défis. Alors, c'est là qu'ils lui ont lancé les 12 travaux. C'est là qu'ils l'ont envoyé combattre des monstres souterrains, selon la mythologie grecque, des monstres à 3 têtes. Et Hercule a relevé tous les défis et a vécu une vie légendaire, épanouie. Et à sa mort, son père, Zeus, avait été tellement impressionné dans la façon dont Hercule avait conduit sa vie, avec courage, avec détermination, reculant jamais devant un défi, qu'il a décidé de lui accorder l'apothéose. Il a décidé de l'élever au statut de semi-dieu. Tout ça parce qu'il avait décidé de prendre le chemin qui devait être défriché. Et pourquoi cette histoire-là m'a parlé, moi, Arnaud, et pourquoi elle me parle? Je pense pourquoi qu'elle est peut-être importante pour des nouveaux sages ou des porteurs de projets. C'est que très souvent, quand on parle de porter des projets ou de changer le monde, on va parler souvent de ces gens-là comme les Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King, les gens qui ont frappé notre imaginaire. Mais on oublie que ces grands changements-là ont été construits en prenant le chemin de gauche, en défrichant des trucs qui semblaient difficiles. Et pas toujours d'une façon héroïque et géante. Dans les toutes petites décisions qu'on a à prendre au quotidien, qui parfois nous semblent confrontantes, nous font peur, sont bourrés d'incertitudes, sont bourrés d'inconnus, sont bourrés de « je le sens, mais j'ai aucune idée où ce que ça va m'amener ». J'ai l'impression que dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, j'ai souvent tourné à gauche, alors que tout le monde me disait « attention, tu devrais aller à droite, c'est plus séduisant, c'est plus confortable, c'est plus connu, c'est plus populaire ». Et on dirait qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup séduit. 3500 ans plus tard, Arnaud, je ne sais pas comment toi tu vis ça, mais l'humain est encore séduit par la droite.